Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Simplicure. Merci de tous nous rejoindre aujourd'hui pour un nouveau sujet, parce que chaque âge a ses besoins, la micronutrition a ses solutions, avec NHCO et présenté par Clémentine Mion. Bonjour Clémentine. Bonjour Alice. Merci d'être avec nous une nouvelle fois aujourd'hui. Je vais vous laisser la parole dans quelques instants pour vous présenter et puis nous partager sur ce beau sujet. Avant, quelques petits rappels sur Big Marker pour vous tous. Vous avez bien sûr, comme d'habitude, la possibilité de poser toutes vos questions. Je vous invite à le faire. Pour ça, vous avez deux rubriques, soit la rubrique discussion, soit la rubrique Q&A sur la droite de votre écran. Et comme ça, on prendra le temps, et surtout Clémentine, pour y répondre à la fin du webinaire. Eh bien, je vais vous laisser profiter et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Alice, à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième webinaire en partenariat avec NHCO pour Simplicure. Alors pour juste tester un peu la discussion, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit message dans le chat? Cette fois-ci, j'ai la fenêtre ouverte et au moins... Pour tester le chat, n'hésitez pas. Est-ce que moi je suis dans la bonne discussion? Je pense. Bonjour tout le monde, bonjour Marie, bonjour Hélène, Béatrice, bonjour tout le monde. Merci pour ce retour. Alors n'hésitez pas à interagir via cette fenêtre de discussion que j'ai sous les yeux et on va pouvoir rentrer dans notre troisième sujet aujourd'hui dans la micronutrition pour expliquer que chaque âge a ses besoins et que la micronutrition a donc ses solutions. Dans cette présentation, on va surtout en fait axer sur des tranches de vie, notamment la période de l'adolescence, qui est une période qui est, on va dire, propice à la croissance, à la puberté, à la mise en place de plusieurs fonctions, la fonction psychologique, le regard d'autrui, sa position aujourd'hui dans la société, et voir quels sont les besoins notamment physiologiques et comment on peut y répondre, notamment avec l'émergence de la puberté et les besoins en général nutritionnels. On verra ensuite des périodes un peu plus particulières qui sont liées à l'âge, notamment liées à l'âge, mais aussi liées au sexe, comme les menstruations au moment de la puberté chez la femme, et donc avec l'apparition et l'activation de l'activité ovarienne qui va en fait générer et qui va lancer en fait tout ce qui est reproduction. On va ensuite passer avec tout ce qui est la conception, la grossesse et le postpartum aussi. On va faire un petit clin d'œil notamment pour les femmes en postpartum et on va en fait faire un focus sur la relation mère-enfant qui est importante et notamment par une certaine sensibilité hormonale et une pression sociétale où on va essayer aujourd'hui de mettre la femme, donc nouvellement maman, pour essayer de l'aider avec un complément alimentaire qui va aussi lui apporter et les nutriments et les actifs nécessaires pour soutenir sa santé générale. On va ensuite aussi basculer, notamment en symétrie avec l'activité ovarienne. On va passer à la ménopause avec bien donc l'activité ovarienne qui est mise en pause et qui s'arrête progressivement. Et on va voir quelles sont les solutions aujourd'hui pour prendre en considération et les besoins symptomatiques avec les symptômes climatériques. Comment aujourd'hui essayer d'apporter des solutions dans la micronutrition pour apporter du confort aux femmes, mais aussi intégrer la dimension psychologique, notamment dans tout ce qui est troubles de l'humeur liés à la perte donc, de sécrétion œstrogénique. Et nous aborderons en dernier lieu la sénescence et notamment le déclin cognitif qui se met en place et qui s'installe progressivement et qui est lié à l'âge. Et on verra quelles sont nos options aujourd'hui nutritives et aujourd'hui en termes d'actifs pour augmenter notre cognition, notre motricité, notre apprentissage, notre langage, et ce, qui n'est pas quelque chose d'attribuable uniquement à l'âge. Donc, c'est quelque chose qu'on va essayer de découvrir tout au long de ce webinaire, tous ensemble. Alors, Lucie, il y a une question sur pourquoi pas avant l'adolescence. C'est un choix qui a été fait parce qu'effectivement, je bascule juste après. C'est un choix, donc dès 10 ans, orthosamine est proposée et en amont, c'est bien sûr l'alimentation qui fait foi et l'alimentation est suffisamment pourvoyeuse de nutriments et elle se suffit normalement à elle-même. A posteriori,
il y a des études qui ont été faites dès les 10 ans qui montrent en fait des études de consommation, de comportement alimentaire qui montrent qu'à partir de 10 ans, l'apport nutritionnel est parfois insatisfait ou même en termes de physiologie, en termes de pharmacodynamie des nutriments, notamment le stockage et l'élimination. On va voir que la population adolescente est donc la population cible sur laquelle on a décidé d'axer aujourd'hui notre webinaire. On va donc en fait parcourir les âges de la vie et en fait parcourir le voyage où chacun individu a des besoins, a des symptômes, a des carences nutritives et nutritionnelles et comment on va pouvoir accompagner le patient pour ces symptômes, mais aussi d'une manière très générale pour répondre à son besoin initial. Juste en aparté, en termes de réglementation, les normes sont donc données par donc, les agences et les autorités européennes, mais aussi par l'ANSES, sur l'ANSES qui est notre Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Récemment, un nouvel avis a été mis à disposition, un avis dit consultatif, qui remet en fait en considération les doses maximales journalières dans les compléments alimentaires. Pourquoi vous présentez ça? Parce qu'en fait, effectivement, c'est aujourd'hui en cours d'actualité, en cours de négociation, en cours de discussion. Et il s'avère qu'en fait, le constat final est qu'à partir de l'étude 1K3, donc c'est une étude de référence concernant la consommation et les comportements alimentaires, ils ont fait une extrapolation des apports nutritionnels et ils se sont rendus compte que par tranche de population, par tranche d'âge, il existait un apport nutritionnel qui était important et conséquent. Sauf que les compléments alimentaires, ils sont complets, ils complètent l'assiette dans un régime équilibré, normal, varié. Ils vont venir compléter l'assiette. Donc, il faut en fait ne pas dépasser à la fois les apports recommandés journaliers, mais aussi les limites de sécurité. Donc, cette discussion entre le delta, ce qui est apporté nutritionnellement dans l'assiette, et les limites de sécurité sont en pleine discussion. Donc, dans les starting blocks, nous, c'est quelque chose qu'on surveille. Aujourd'hui, mon discours ne va pas se poser sur cet avis et tous les dosages que je vais vous citer là sont des dosages les plus antérieurs à cet avis, bien sûr. Et donc, nous voici dans le sujet de la croissance et de la puberté. La croissance, ce delta, ce changement qui rentre dans l'adolescence et qui se veut où l'enfant, il acquiert au moins 40% de sa masse osseuse. Et en fait, la croissance, c'est quoi? C'est la période où l'organisme veut se diviser, veut se multiplier, veut se développer. Et où 40% de la masse osseuse est acquise pendant les 5 premières années de la puberté. Un tiers de la taille est acquis pendant ces 5 premières années de la puberté. Donc, il y a vraiment un vrai besoin nutritionnel pour répondre à la fois au développement de la masse osseuse, donc au tissu le tissu squelettique et musculo-squelettique, Et il faut aussi répondre aux besoins de croissance, notamment où 50% du poids de l'adulte est acquis pendant l'adolescence, et ce, durant les 5 premières années de la puberté. Ce qui veut dire que c'est une période essentielle où l'organisme a besoin de nutriments, à la fois pour répondre à son besoin de croissance et donc d'évolution. Mais il y a aussi une période très propice pendant cette adolescence, c'est la puberté. C'est la période où l'organisme, à la fois en termes neuro-endocriniens, il y a donc une sécrétion d'hormones, les hormones dites œstrogéniques ou androgènes pour l'homme. Et c'est à ce moment-là, pendant cette puberté, pendant cette phase très importante de l'adolescent, que l'adolescent va acquérir les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire la poitrine, la première pilosité, la moustache, donc tous ces caractères sexuels secondaires qui font qu'en fait, on commence un peu à avoir un regard sur soi-même et encore plus extrapoler au regard des autres, vu qu'on est un peu mis dans cette phase, dans cette période et cet âge, vers en fait le collège, et on commence à avoir certains besoins, notamment une certaine mise en place de notre système psychologique qui se met vraiment en place au moment de cette puberté. Et derrière, il y a un troisième constat, il y a des habitudes de vie, notamment par l'éviction de certains aliments. La jeunesse, on aime bien les aliments transformés, les aliments attrayants, qui ont de la couleur, qui ont du peps, qui sont rapides, qui sont
appétant. Et souvent, c'est la junk food, avec toutes les publicités, tout ce qu'on retrouve aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux, l'exposition accrue aux écrans, qui va faire en fait que les habitudes de vie sont moins dans le côté très nutritif de notre alimentation, mais plutôt dans le côté très sédentarisé de notre alimentation et notre mode de vie. Et derrière, il y a aussi un enjeu particulier à ce moment de l'adolescence où il y a une émergence et la pratique sportive où les adolescents commencent un peu à découvrir leurs passions, leurs besoins physiologiques et physiques. Et c'est à ce moment-là où l'organisme aura encore plus besoin des bons nutriments. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'étude 1K3 a fait donc un rapport des consommations nutritionnelles chez les adolescents de la période 10 à 18 ans et on remarque que 20% des apports nutritionnels journaliers sont des céréales et 10% c'est du pain notamment. Derrière est retrouvé de près donc, tout ce qui est poisson, protéines animales et les œufs et à 14%. Et derrière, on retrouvera très rapidement au même taux les viennoiseries, les biscuits industrialisés et un peu plus tard, on retrouvera les vitamines, les minéraux dans les fruits et les légumes ou les produits laitiers bien après. Or, on a dit que c'était une période très propice et très importante et pour la croissance et pour la puberté et pour en fait l'évolution, on va dire, psychique. Derrière, dans l'alimentation, vous avez l'apport des micronutriments. Et notamment pour la population adolescente, les micronutriments vont avoir des rôles très spécifiques. Notamment, je m'explique, le zinc qui favorise la division cellulaire. Or, on a dit qu'il y avait l'acquisition de une grande partie du tissu musculo-squelettique, une grande partie de la taille de l'âge adulte. Finalement, on aura besoin de micronutriments qui vont favoriser cette division cellulaire, notamment des nucléotides, de l'iode qui va permettre à la fois la synthèse des hormones thyroïdiennes, toutes les fonctions cognitives en lien avec finalement l'exploration de tout ce que la période de la puberté nous emmène. Et on retrouvera aussi le besoin dans certaines vitamines, notamment les vitamines du groupe B. Là, ce sont des listes non exhaustives et bien sûr, dans les compléments alimentaires, ils doivent répondre à certaines allégations. Là, c'est plutôt le côté qualitatif que je vous mets ici, notamment, par exemple, le besoin en vitamine D pour tout ce qui est métabolisme osseux, ostéocalcique et, par exemple, la vitamine du groupe A, donc pour tout ce qui est vision normale et favoriser aussi le système immunitaire. Donc, on voit que l'alimentation a son rôle et il est très important, notamment pour cette population qui est l'adolescence. On retrouve donc, par contre, deux constats. L'étude 1K a montré qu'en fait, il existe des carences nutritionnelles chez cette population adolescente, notamment en magnésium. Ici, on remarque le magnésium, le fer, le zinc, l'iode, la vitamine A et certaines vitamines du groupe B et la vitamine C et D sont en dessous des valeurs recommandées journalières chez cette population. Ce qui veut dire qu'il va falloir venir compenser, compléter et apporter en fait en supplément de l'alimentation et en diversifiant un peu mieux son assiette, apporter ces micronutriments. Mais derrière, il y a aussi une autre variable, c'est le fait que les vitamines, les minéraux ont une certaine solubilité, une certaine absorption au niveau de l'organisme et un certain stockage. Les vitamines hydrosolubles ne se stockent pas au sein de l'organisme et parfois, elles sont éliminées en excès. Ce n'est pas le cas pour la vitamine B6 et la vitamine B12 qui est stockée dans le foie, mais dans tous les cas, il y a en fait une fluctuation de stockage et de réserve au sein de l'organisme qui s'explique par la typologie des nutriments. Donc finalement, dans ce contexte où la puberté agrandit les besoins, augmente les besoins, la puberté met en place la mise en place du système reproducteur avec donc l'activité ovarienne et l'activité testiculaire qui réémergent. Derrière, les besoins sont encore plus considérables et qu'il faut en fait venir compléter dans l'assiette et compléter via des compléments alimentaires adaptés. Donc, dans notre produit orthosamine, à partir des études donc sur les carences observées chez les adolescents, sur en fait les habitudes alimentaires de ces adolescents, sur la pratique physique, sur les besoins physiologiques de cette population, l'orthosamine dès 10 ans est proposée dès 10 ans notamment et pour tous les adolescents. Et on retrouvera des nucléotides. Les nucléotides, ça fait aussi la particularité de ce produit.
Les nucléotides, c'est la base structurale de notre ADN. Et l'ADN, on le retrouve dans toutes nos cellules. Et quand il y a en fait la mitose, c'est-à-dire la division cellulaire, dans le but en fait d'augmenter le nombre de cellules au sein de l'organisme, il va y avoir une réplication de l'ADN, et ce, grâce à l'apport des bases structurelles de l'ADN, les nucléotides. Donc, dans notre orthosamine, on va rapporter des nucléotides pour favoriser la division cellulaire. Première particularité d'orthosamine. Ensuite, en lien avec les carences observées et la solubilité de certaines vitamines, on va apporter les vitamines quotidiennement, notamment la vitamine du groupe B, qui participe à plusieurs métabolismes, sachant que c'est une population relativement à la recherche de nutriments, notamment pour la pratique physique, sportive. On retrouvera ensuite chez nous les minéraux aminokélatés, notamment le magnésium, le fer, le zinc. On l'a déjà vu dans le webinaire 1 et le webinaire 2, notamment qu'est-ce que c'est l'aminokélation. L'aminokélation, c'est le fait de greffer à un minéral central des acides aminés. Et ça va en fait apporter quoi? 3 éléments. Le fait d'apporter l'aminokélation va augmenter l'absorption des minéraux et on va favoriser la tolérance et la biodisponibilité. Derrière, on garantit une meilleure efficacité et une meilleure observance dans la mesure où l'organisme a les dosages suffisants au sein de l'organisme. Et on retrouve aussi de l'iode, notamment l'iode pour tout ce qui est fonction thyroïdienne notamment. Donc, orthosamine dès 10 ans pour les adolescents sportifs, pour les adolescents stressés, parce que souvent certaines situations de fatigue et de stress peuvent entraîner certaines pertes, notamment en magnésium. Les enfants, les adolescents qui manquent de concentration ou qui ont des régimes alimentaires particuliers. Déjà, l'alimentation, il faut qu'elle soit diversifiée, équilibrée, variée. Si en plus, on rajoute certains régimes particuliers parce qu'il existe des intolérances, parce qu'il existe des besoins particuliers, alors on peut venir compléter avec orthosamine dès 10 ans. Orthosamine des 15 nutriments, 3 minéraux aminokélatés, apport de nucléotides, favorable à la fois pour la croissance, pour la puberté et pour tous les changements physiologiques liés à cette période qui est clé, notamment pour l'adolescent, avec une posologie, une indication de 2 gélules une fois par jour. Donc ça, c'était pour le côté adolescent, les besoins physiologiques d'un adolescent en lien avec son besoin pour la croissance, en lien avec son besoin pour la puberté. Maintenant, on va basculer toujours dans la puberté, dès la puberté, chez la femme, notamment avec l'arrivée des menstruations. Qu'est-ce que c'est les menstruations? Les menstruations, c'est en fait une réponse à l'apparition de la puberté chez la femme, où il y a l'activité ovarienne qui se met en place et il y a des sécrétions neuroendocrines, notamment au niveau de l'hypothalamus et l'hypophyse, avec la sécrétion de la FSH et la LH. Et en fait, c'est un processus qui est dit physiologique, les règles, mais en fait, ça s'inscrit notamment dans la cyclicité en lien avec la reproduction. L'homme a cette capacité, cette fonction de reproduction. Tous les mois, on est doté en fait de cette cyclicité afin en fait d'ovuler, de favoriser l'anidation, l'implantation et la reproduction. Bien sûr, souvent mis en place assez tôt chez la jeune femme, notamment vers les 10 ans, la puberté se met en place et donc il y a l'apparition des règles à ce moment-là. Et donc, il y a donc des fluctuations physiologiques, notamment hormonales. Et derrière, lorsque l'ovule n'est pas fécondé, il existe donc des saignements qui s'accompagnent et qui sont liés en fait à une perte du revêtement de l'endomètre en lien avec en fait l'élimination de cet endomètre qui n'a pas implanté l'embryon, Et finalement, chez ces personnes, chez ces jeunes femmes, ces femmes, la fluctuation hormonale va être génératrice de douleurs, pour certaines, pas toutes, mais chez 2/3 des femmes pubères, on retrouve des douleurs qui sont liées en fait à une fluctuation hormonale, mais aussi étroitement liées à la sécrétion de prostaglandine par l'endomètre. Le tissu utérin est donc très sensible à la fluctuation œstrogénique-progestérone et derrière, il va y avoir donc la sécrétion de molécules pro-inflammatoires à la fois pour entraîner la perte du revêtement, l'élimination et refavoriser un nouveau cycle. Derrière, il existe aussi des troubles prémenstruels. Les troubles prémenstruels, ça concerne 1/3 des femmes à peu près et ça s'accompagne en fait en amont des règles, quelques jours avant les règles jusqu'au moment où les règles arrivent, de plusieurs symptômes, des symptômes psychiques et des symptômes physiques.
Les symptômes psychiques, c'est notamment une labilité, une irritabilité, une baisse d'humeur, notamment, mais pas que. Et on a aussi des troubles physiques avec des douleurs, des ballonnements, des troubles intestinaux et donc plusieurs symptômes qui vont en fait apporter un vrai inconfort juste avant les règles. Et derrière, on a aussi l'endométriose, qui est une pathologie gynécologique qui est en émergence aujourd'hui dans les diagnostics et qui en fait s'explique par l'implantation ectopique de parties de l'endomètre à des endroits un petit peu variés, notamment au niveau des ovaires, des trompes, des ligaments sacro-utérins, et qui font qu'en fait, sensibles à l'activité des hormones, le tissu de l'endomètre va en fait générer de l'inflammation et va générer des douleurs très intenses qui peuvent être pendant les règles, hors des règles et même pendant les rapports sexuels. Le syndrome prémenstruel, donc pour une variété de causes, il existe donc une variété de symptômes. Forcément, vu qu'on a dit que les menstruations, c'est une cyclicité et une fluctuation dans la sécrétion des hormones, l'œstrogène qui, elle, est réduite juste avant les règles, va aussi entraîner une baisse des taux de sérotonine. Il existe en fait un lien très étroit entre les œstrogènes et la sérotonine dans la mesure où les œstrogènes vont favoriser à la fois l'expression d'une enzyme qui va favoriser la conversion du L-tryptophane en 5-hydroxytryptophane et ce 5-hydroxytryptophane au niveau des neurones sérotoninergiques vont donner du tryptophane, de la sérotonine, excusez-moi. Et donc en fait, derrière, on va vraiment ici avoir une des causes qui sera à l'origine des symptômes dits un petit peu plus psychiques avec la labilité, la tristesse ou en tout cas l'anxiété en amont des règles. En tout cas, sans aller dans le détail, plusieurs mécanismes physiologiques vont entrer en cause, notamment la sensibilité à la prolactine, qui derrière va entraîner des gonflements et des douleurs mammaires, un déséquilibre dans le ratio prostaglandine 2 et prostaglandine E1 au niveau utérin et au niveau intestinal, qui vont générer à la fois tout ce qui est douleur pelvienne, ballonnement, flatulence. Donc en lien en fait avec cette physiopathologie mise en place mensuellement chez la femme, il existe donc plusieurs solutions, notamment à base d'acides aminés, mais aussi à base de phytothérapie. La N-acétylcystéine, on la connaît déjà bien pour son côté antioxydant qui participe à la métabolisation hépatique. Ce qui est intéressant là aussi parce qu'effectivement, les hormones sexuelles sont métabolisées au niveau hépatique. Mais ce n'est pas là où on va mettre le point d'honneur de la N-acétylcystéine dans les douleurs menstruelles. La N-acétylcystéine a aussi un effet anti-inflammatoire et antikystique. Je m'explique. La NAC va réduire en fait l'expression des cyclooxygénases 2. Et on sait que les cyclooxygénases 2, ce sont des molécules qui sont inductibles dans l'inflammation et qui derrière activées vont entraîner la sécrétion de prostaglandine E2. Et on a dit tout à l'heure que dans les syndromes prémenstruels, il existe donc une activité de la prostaglandine E2 qui va générer de l'inflammation, des douleurs et donc des dysménorrhées. Derrière, la N-acétylcystéine a démontré son efficacité dans la diminution de l'expression de la cyclooxygénase 2 et la prostaglandine E2. Derrière, la N-acétylcystéine a aussi montré son rôle dans la réduction des kystes. Les kystes, en fait, notamment dans l'endométriose, il y a des libérations du tissu endométrial, de l'endomètre, qui en fait va s'implanter ailleurs. Et ça s'explique en fait par la muqueuse qui se détache. La N-acétylcystéine va venir en fait rapporter et augmenter l'expression des E-cadérines et ce sont des molécules d'adhésion qui vont en fait éviter que les molécules de l'endomètre en fait s'éliminent et vont s'enchasser. Donc N-acétylcystéine, action dite anti-inflammatoire, donc derrière antidouleur sur les symptômes liés à l'apparition des menstruations et un effet antikystique, intéressant notamment dans le cas de l'endométriose. On retrouve aussi de la palmitoline éthanolamide, le PEA. Le PEA a démontré son efficacité comme anti-inflammatoire. Pourquoi ? Le palmitoline éthanolamide va augmenter l'expression de l'anandamide. L'anandamide est une molécule endogène analgésiante. En augmentant l'expression de cette molécule analgésiante, le PEA va réduire les douleurs menstruelles.
En plus, le PEA va réduire l'expression du facteur de transcription, le NF-κB, et va donc réduire l'inflammation générée par la fluctuation au niveau hormonal. Et le palmitoyl-éthanolamide va aussi réduire l'activité des métalloprotéinases qui sont en fait retrouvées dans la perte d'adhésion des muqueuses de l'endomètre et qui vont ensuite entraîner l'implantation au niveau de nouveaux kystes. Donc en fait, on a un effet anti-inflammatoire et un effet analgésiant du PEA. Bien sûr, on a dit le syndrome prémenstruel et en général les menstruations sont aussi possiblement expliquées par une labilité émotionnelle et donc au niveau de l'humeur et de l'anxiété, une certaine sensibilité accrue. Donc on va apporter le L-tryptophane. C'est un acide aminé qui est précurseur de la sérotonine et en étant précurseur de la sérotonine, on va apporter un certain mieux-être, une relaxation et on va en fait réduire les symptômes prémenstruels psychiques. On peut aussi retrouver dans ce même environnement des acides aminés la L-tyrosine. La L-tyrosine est un acide aminé aussi, précurseur de la dopamine. Or, la dopamine a un effet anti-prolactinémiant. Et on a dit tout à l'heure que le syndrome prémenstruel pouvait s'expliquer par des douleurs mammaires et des gonflements mammaires parce qu'il y avait une sensibilité accrue à la prolactine. En apportant de la L-tyrosine, on favorise la production de dopamine et derrière, on réduit la sensibilité à la prolactine, donc on réduit les douleurs mammaires liées aux fluctuations hormonales. En tout cas, ce sont des actifs qu'on peut retrouver et qui sont intéressants et on peut aussi retrouver d'autres actifs, des nutriments, mais aussi de la phytothérapie. Le gâtillier, l'aquilée et l'achémile sont des plantes progestérone-like et qui vont aussi avoir des effets un peu individuels que je vous présenterai juste après. Si on revoit un peu le fenouil, la mélisse, le fenouil, c'est un antispasmodique. Et on a dit que les règles, les menstruations, c'est en fait cette fluctuation hormonale et qui génère en fait des ballonnements et la sécrétion de prostaglandines inflammatoires et qui vont générer des crampes pelviennes. Le fenouil et la mélisse vont venir avoir ces effets antispasmodiques et relaxation, notamment en général pour la mélisse au niveau du système nerveux central, mais aussi au niveau musculaire. Petit aparté sur les plantes phytoœstrogènes intéressantes dans les douleurs menstruelles. Alors, l'alchémile, notamment, a un effet dit anti-inflammatoire, tandis que l'achillée a un effet antispasmodique, anti-inflammatoire, analgésiant, et a démontré dans plusieurs études scientifiques une réduction des symptômes de la dysménorrhée, des troubles menstruels, avec une efficacité qui est observée dès 2 mois. Donc la phytothérapie est aujourd'hui une solution complémentaire pour les personnes qui cherchent une certaine naturalité. Et on retrouve aussi le gâtillier, le Vitex agnus castus, qui a une activité dite dopaminergique. Et tout à l'heure, on l'a vu avec la tyrosine. La dopamine va en fait réduire la sensibilité à la prolactine et réduire donc tout ce qui est inconfort au niveau mammaire, mais en général, surtout les symptômes prémenstruels, à la fois physiques et psychiques. Finalement, Cycladis, c'est une formule qui est dite complète, à la fois sur les gènes physiques, psychiques, liés à l'arrivée des règles, liés aux douleurs et aux inconforts qui sont liés à la fluctuation, notamment des hormones. Ça peut être à la fois pour les douleurs de règles, pour le syndrome prémenstruel, pour les troubles dystrophiques. Bien sûr, c'est un complexe qui, ici, va venir aider, accompagner, réconforter. Mais bien sûr, en fonction de diagnostic, de l'endométriose et compagnie, bien sûr qu'il sera possible d'intégrer d'autres médecines au-delà de la micronutrition pour essayer d'accompagner notamment l'acupuncture, des rendez-vous avec des diététiciens ou même la kiné pelvienne qui va en fait réduire les adhérences donc de tout ce qui est kyste au niveau de l'endomètre, au niveau des trompes qui pourraient générer d'ailleurs les douleurs. Cycladis, donc c'est pour tout ce qui est troubles menstruels chez la femme dès 12 ans, avec un test d'usage qui a été réalisé et qui a montré 88% d'efficacité, avec une action qui est rapide et qui couvre à la fois 2 cycles, avec une double posologie selon l'âge. Bien sûr, chez l'adolescent de 12 à 17 ans, on est sur un comprimé matin, un midi ou soir. Et pour les plus de 18 ans, on retrouvera une posologie qui sera légèrement augmentée avec 2 matins, un midi ou soir.
J'espère que, pour la puberté, l'adolescence, la croissance, on a donc positionné 2 complexes, orthosalmine des 10 ans et cycladis. À présent, on rentre dans un nouveau besoin, celui de la conception, de la grossesse et du postpartum. Ce sont des périodes clés, notamment chez une femme qui acquiert ses fonctions de reproduction dès la puberté. À un moment donné, et par aujourd'hui notre mode de vie, la conception est un peu plus retardée. Il existe des grossesses beaucoup plus tardives avec l'âge où en fait les gamètes sont de moins bonne qualité par l'âge ou en tout cas moins nombreux aussi. Et donc, la conception est une période cruciale et qui se définit aussi par une période critique et qui se définit à 2 à 3 mois avant et après la conception. Donc, il va falloir apporter les nutriments, les actifs qui vont favoriser en fait la fécondation et le bon fonctionnement initialement des gamètes, ensuite la fécondation, ensuite la nidation. Donc, il existe des besoins particuliers, notamment le zinc, le sélénium, qui sont par exemple notamment dans la spermogénèse et dans tout ce qui est fonctionnement des gamètes. Mais l'acide folique, par exemple, chez la femme en désir de conception, on va la supplémenter à hauteur de 400 microgrammes d'acide folique pour ici favoriser correctement la conception, mais surtout le bon développement du fœtus au niveau surtout de son système nerveux. Il y aura des besoins qui sont émergents pour la grossesse et en fait, il va falloir réduire les risques notamment materno-fétaux et aussi les risques obstétricaux. Pendant la grossesse, la maman a... je répondrai aux questions, Marie-Pierre, sans souci juste après. Donc, pour la grossesse, il existe des besoins particuliers, notamment pour le fœtus, mais aussi pour la maman. Et aussi pour, en fait, favoriser la tenue du terme jusqu'aux 37 semaines, comme recommandé, pour éviter les petits poids à la naissance, les retards de croissance, les accouchements prématurés, pour éviter aussi tout ce qui est le risque de prééclampsie, qui est une hypertension qu'on retrouve chez la maman avec une protéinurie, qui peut en fait aujourd'hui entraîner certaines complications, notamment par la naissance prématurée d'un nouveau-né à naître, ou aussi pour apporter les nutriments qui vont réduire le risque de diabète gestationnel. Donc la grossesse, période clé, notamment 9 mois où le bébé a des besoins, notamment en termes donc d'organogénèse, mais aussi de fétogénèse, donc dans la croissance du fœtus. Et au moment de la délivrance, de la naissance, la maman a des besoins. Parce qu'il existe un lien étroit entre la santé de la maman et la relation mère-enfant. La maman, de par la fatigue post-grossesse et de par parfois aussi ses fonctions en tant que maman allaitante, il va y avoir un vrai besoin qui va être au niveau nutritionnel, qu'il va falloir accompagner de cette maman allaitante ou de cette maman qui est nouvellement maman. Donc, on apporte à partir d'un complexe à la fois des nutriments qui vont être favorables pour la conception, pour la grossesse et qui vont favoriser la santé de la maman au moment de la naissance, et ce, pendant la période 1 an après la naissance. Il existe des besoins qui sont spécifiques pour la population, pour la femme enceinte et la femme allaitante. À gauche, vous voyez un tableau des références nutritionnelles recommandées par l'EFSA, donc l'autorité européenne, qui recommande un besoin nutritionnel et micronutritionnel important versus le restant de la population. Donc derrière, il va falloir venir supplémenter ce besoin qui a été augmenté, lié en fait à une augmentation des besoins de la femme enceinte. Derrière, par contre, il y a des besoins qui, eux, ne vont pas être, qui vont être inchangés par rapport à la population générale, notamment pour le calcium et la vitamine D. Or, le problème, c'est qu'il y a un risque d'insuffisance d'apport pour cette population, notamment le calcium et la vitamine D qui ont montré, et qui, même si ça reste dans des discussions aujourd'hui, qui ont montré qu'en fait, en apportant suffisamment de calcium et de vitamine D, il y avait en fait moins de diabète gestationnel, moins d'hypertension gravidique, moins de prééclampsie. Donc derrière, en apportant correctement les micronutriments, on garantit, ou en tout cas on assure une santé à la fois du fœtus et une santé qui va aller jusqu'au terme du bébé. Donc, à ces deux besoins à la fois pour la femme enceinte et à des besoins qui sont parfois insuffisamment satisfaits chez la population générale, on va vouloir apporter un complexe qui va à la fois aider sur
le désir de conception, sur le besoin pour la grossesse et pour la maman et pour le fœtus en voie de développement, et aussi pour la maman a posteriori de l'accouchement, où la maman aussi a besoin d'accompagnement, où on va en fait prendre aussi en charge la dimension psychique, notamment en apportant des oméga 3 qui ont montré en fait leur efficacité dans tout ce qui est dépression postpartum. Alors, si on reprend le Nutragest et en général les actifs qui seront intéressants, la L-citrulline, c'est un acide aminé non protéinogène. Cette L-citrulline est précurseur d'arginine. Et l'arginine, en fait, induit une vasodilatation par l'effet de l'oxyde nitrique. En induisant une vasodilatation de nos vaisseaux, on va augmenter l'apport à la fois en oxygène, à la fois en nutriments, et ce notamment au niveau du flux sanguin plaquettaire. Donc, en apportant de la L-citrulline, on augmente en fait le flux sanguin placentaire et on augmente l'apport en nutriments pour le fœtus. Et on favorise en fait une bonne communication, des bons échanges à la fois gazeux et à la fois nutritifs entre la maman et le fœtus. Derrière, on retrouve de la choline. La choline est essentielle parce que la choline est à la fois précurseur des constituants membranaires, notamment la phosphatidylcholine. Qu'est-ce que c'est la phosphatidylcholine? La phosphatidylcholine, ce sont en fait des constituants de nos membranes cellulaires et en fait, ils ont une double composition, à la fois en oméga 3 et à la fois ici avec plusieurs composants, notamment la choline, qui vont en fait favoriser ici notre double couche membranaire, excusez-moi. Et où on retrouve principalement des membranes très riches en lipides, notamment au niveau du système nerveux central. Donc la choline va avoir un rôle en tant que précurseur des constituants membranaires, donc dans la fluidité membranaire, dans les échanges, on va dire, au niveau de la mémoire, de l'apprentissage, de la cognition. Donc on va favoriser le bon développement du système nerveux central. Derrière, la choline est aussi précurseur des neurotransmetteurs, notamment l'acétylcholine. Et l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur du système cholinergique qu'on en retrouve en fait à de multiples niveaux au sein de l'organisme. Et ça a un rôle aussi dans tout ce qui est cognition, développement cérébral. Derrière, on a aussi l'acide folique. Je n'ai pas fait de détails sur tous les nutriments, micronutriments importants pour le bon développement du fœtus, mais l'acide folique, la vitamine B9, l'acide folique, c'est la forme synthétique de la vitamine B9 et elle est essentielle notamment pour la division cellulaire, ce qui est très important notamment pour le fœtus en voie de développement parce qu'en pleine croissance, la division cellulaire est à son paroxysme et il faut en fait assurer un bon développement de l'organisme en apportant de la vitamine B9. Mais pas que. L'acide folique a démontré son rôle dans la fermeture du tube neural. Et tout à l'heure, on a démontré qu'il y avait un risque, notamment si les nutriments étaient insuffisamment apportés, un risque de fermeture du tube neural, notamment si la vitamine B9 et B12 ne sont pas suffisamment apportés. Dans Nutragest, on va avoir à la fois et de l'acide folique et de l'acide folique méthylé. Et je m'explique. L'acide folique B9 est une acide folique alimentaire exclusivement apportée par l'alimentation. Et il s'avère que pour être active, elle va être métabolisée par une enzyme. Et donc, cette enzyme, elle est déficitaire chez 10 à 15% de la population. Et en fait, il s'avère que si cette enzyme est inactive, la B9 ne sera jamais active. Donc, il faut à la fois apporter de la B9 et à la fois apporter de l'acide folique méthylé pour que chez les femmes qui n'ont pas cette méthyltétrahydrofolate réductase, alors on apporte correctement une acide folique méthylée, active. Et cet acide folique, on a dit, ça venait participer au développement du bon système nerveux central, tout ce qui est le poids, le petit poids à la naissance, réduisez le risque d'autisme et compagnie. Tout ça, ça fait l'objet d'écrits scientifiques, mais en tout cas, on voit bien le rôle de la B9 dans tout ce qui est développement du système nerveux central. Derrière, on va rajouter à ces trois actifs des nutriments qu'on a vus, qui étaient augmentés, dont le besoin était augmenté chez la femme enceinte et la femme allaitante, notamment le besoin en fer, en vitamine B, en vitamine D et en calcium. L'iode est apporté par la maman et les hormones thyroïdiennes sont, elles, apportées
à l'enfant jusqu'à un certain moment. Et donc, c'est important d'apporter de l'iode pour à la fois la bonne synthèse des hormones thyroïdiennes pour la maman, mais aussi pour le fœtus. Et on retrouvera aussi des oméga 3, le DHA, le PA. Et donc, ces oméga 3 ont un rôle notamment parce qu'ils sont constituants des membranes cellulaires. Et au niveau du système nerveux central, les neurones notamment sont constitués de lipides, notamment des oméga 3. Donc, en apportant des oméga 3 dans une concentration assez intéressante et conséquente, on va venir favoriser la bonne connexion, le bon rouage de toute l'activité neuronale, neurologique et le bon développement du système nerveux central et du bébé, du fœtus, mais aussi et de la maman au moment de l'accouchement. Parce qu'au moment de l'accouchement, la femme enceinte, il a été démontré qu'il existe une certaine déficience nutritionnelle, nutritive, et notamment l'EPA et la DHA, qui eux ont montré leur rôle dans, bien sûr, la dépression postpartum, et où un apport en DHA-EPA réduisait en fait cette dépression, réduisait cette irritabilité, ce stress lié en fait à la nouvelle étape de la vie qui est la naissance. Donc, Nutragest, notre complexe pour à la fois la conception, favoriser la nidation, favoriser et mettre toutes les chances du côté d'une bonne implantation, une bonne fécondation. Derrière, on va avoir Nutragest aussi pour la grossesse, en apportant les nutriments nécessaires et identifiés par l'EFSA en lien avec les nutriments nécessaires pour la grossesse et pour le fœtus, mais aussi avec des nutriments qui sont nécessaires pour la femme, nouvellement maman, et qui vont favoriser à la fois le bien-être général de la maman et favoriser et réduire les risques de dépression postpartum. Dans Nutragest, vous n'avez pas de substances nano, pas d'additifs controversés, vous avez des brevets avec une qualité qui démontre la qualité notamment des oméga 3 et vous avez une posologie, donc double formulation, une posologie matin où il faut 2 gélules le matin et un comprimé le soir. Et ça, c'est quelque chose qui peut se prendre avant la conception, durant la période critique qu'on a dit 2-3 mois avant la conception, et qui peut tenir même après la naissance, et ce, même pendant l'allaitement. Nous voici, et il nous reste donc 2 tranches de vie et 2 besoins particuliers à voir, et nous basculons sur cette fois-ci la ménopause. Et pour ça, je vais vous solliciter pour me dire, selon vous, quelles sont les manifestations symptomatiques de la ménopause. À votre chat. Et j'ai pas... Donc, la question, je la repose. Quelles sont les manifestations que rencontre une femme en préménopause, en ménopause, qui peut lui générer des symptômes, des inconforts? Qu'est-ce qui va faire qu'on dit que la femme qui perd l'activité ovarienne derrière va générer des nouveaux symptômes? Et quels sont ces symptômes? Je crois que ma question n'a pas motivé les foules. Oui, merci Béatrice. Tout à fait. Je demandais en fait effectivement les symptômes qu'on peut retrouver de la ménopause et au-delà des bouffées de chaleur que Béatrice nous remonte. Et effectivement, les bouffées de chaleur sont très très marquantes et très handicapantes et invalidantes. Et elles sont à la fois diurnes, elles peuvent être et la journée et la nuit, comme nous dit Manuela, avec des sueurs nocturnes, et effectivement un risque de dépression, un risque de prise de poids. Et tout ça, la fatigue, la douleur osseuse, le problème de sommeil. Et je vous remercie effectivement. Et tous ces symptômes-là, en fait, s'expliquent par une baisse de l'activité ovarienne, où il y a une chute de production des œstrogènes. Et les œstrogènes ont leur fonction physiologique jusqu'à un certain moment où, quand il n'y a plus leur expression et elles ne sont plus sécrétées derrière, donc plusieurs en fait altérations, notamment, quelqu'un l'a dit, au niveau osseux, parce que l'œstrogène va normalement stimuler l'ostéoprotégérine et donc au niveau tissulaire va inhiber les ostéoclastes. Normalement, l'œstrogène est protecteur de la densité osseuse. Derrière, s'il y a moins d'oestrogène, on va avoir moins
de stockage à la fois minéralo et osseux. Et donc derrière, on a des risques ostéoporose, risques de fracture et autres. Donc ça peut s'expliquer pas que par les bouffées de chaleur, comme tout le monde le dit, merci, mais ça peut aussi s'expliquer par plein d'autres symptômes. Et je vois que vous êtes toutes et tous bien informés de ce sujet, qui est en fait une reviviscence de la femme où il faut se réadapter à un nouveau besoin, celui où la femme se redécouvre avec une activité ovarienne qui est réduite. Et comme vous l'avez tous dit, notamment des troubles de l'humeur. Il y a un lien étroit entre les œstrogènes et la sérotonine, la voie sérotoninergique. Usuellement, les œstrogènes vont induire l'expression des récepteurs sérotoninergiques post-synaptiques au niveau des neurones sérotoninergiques. Et derrière, si on diminue les œstrogènes, on diminue la voie sérotoninergique. Et forcément qu'on induit des troubles de l'humeur, qui sont des troubles à la fois de perte de bien-être, de perte de la relaxation, d'irritabilité. Et derrière, ça génère aussi quoi ? La voie sérotoninergique, mais comme vous l'avez dit, des insomnies, des troubles du sommeil. Parce que la sérotonine donne a posteriori de la mélatonine. Bien sûr, parce qu'il y a une fluctuation au niveau des œstrogènes, il va y avoir les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes qui s'expliquent en fait par une fluctuation des récepteurs sérotoninergiques au niveau des vaisseaux sanguins. Donc cette fluctuation au niveau des vaisseaux sanguins entraîne les symptômes dits climatériques, avec les bouffées de chaleur la journée, les sueurs nocturnes le soir. Derrière, vous avez tous dit le risque ostéoporose, le risque de prise de poids et le risque cardiovasculaire, parce qu'effectivement, les œstrogènes avaient un effet quand même cardioprotecteur sur le système vasculaire. Donc derrière, ça a un vrai impact. Au-delà de l'impact en tant que femme, ça a un impact au-delà au niveau psychique et donc l'ensemble des symptômes peuvent impacter la qualité et l'image qu'on peut avoir de soi à une période clé de la vie qui concerne à la fois les 40, 50 d'années et où en fait, il faut réapprendre à vivre avec à la fois cette perte d'activité ovarienne, mais aussi derrière tous les symptômes que vous avez cités. Donc, moi, je vous propose certains actifs qui vont être intéressants, notamment Climax, donc pour tous les symptômes climatériques. Et Climax, c'est une double formulation, une formulation jour, une formulation nuit, parce qu'on a dit que c'était des symptômes qui sont diurnes, notamment les bouffées de chaleur. La bêta-alanine, certainement, vous connaissez l'Ibuprofène et compagnie. Donc, la bêta-alanine, à dosage de 200 mg, a démontré ses effets, notamment dans la thermorégulation. Elle va venir inhiber les bouffées de chaleur. Et en fait, son mécanisme d'action est un peu plus spécifique et en cours d'élucidation, mais c'est notamment parce qu'elle va venir stabiliser les membranes des mastocytes. Et les mastocytes, normalement, ce sont des cellules qui vont libérer des molécules pro-inflammatoires, l'histamine. Et normalement, cette fluctuation au niveau des vaisseaux sanguins et cette fluctuation au niveau des mastocytes va générer en fait donc les bouffées de chaleur par ce système de vasodilatation, vasoconstriction. Donc ça, c'est au niveau de la bêta-alanine. Au niveau du système nerveux central, vous l'avez dit, il y avait donc des problèmes de sommeil, il y avait de la fatigue, j'ai vu des troubles de l'humeur. En apportant le tryptophane, qui est le précurseur de la sérotonine et de la mélatonine, on va venir favoriser à la fois le bien-être et le sommeil. Bien sûr, cet acide aminé est associé à d'autres actifs. La lavande, l'aubépine, la passiflore, qui sont des plantes qui sont sédatives. La lavande est pro-GABA. Le GABA est un neurotransmetteur inhibiteur qui va favoriser la relaxation et le bien-être. L'aubépine est une plante qui va avoir un effet cardio-relaxant, qui va apaiser en fait les palpitations, tout ce qui est au niveau cardiologique et avoir un effet sédatif. Et la passiflore qui va aussi avoir un effet mieux relaxant, donc qui va apporter un bien-être. Donc, en fait, on va aussi, dans ce complexe ici, pour le système nerveux central, pour l'humeur, le bien-être, apporter un réconfort psychique. Donc, on intègre la dimension psychique avec Climax, en plus d'aider sur la cause principale du besoin, c'est sur les bouffées de chaleur. À ça, on va apporter du cassis. Le cassis qui est un drainant. L'inuline, qui est un prébiotique, et on va apporter donc le prébiotique qui va favoriser les bonnes bactéries et on va favoriser un confort intestinal général et réduire tout ce qui est ballonnement, rétention et prise de poids. Et on retrouve aussi de la papaye par l'apport de la papaïne. Et la papaïne, ce sont des enzymes qui vont avoir des effets anti-œdémateux. En tout cas, dans la bibliographie, au niveau qualitatif, ça va réduire en fait tout ce qui est stockage et on va dire rétention. On a dit tout à l'heure le risque au niveau osseux parce que
réduire l'œstrogène entraîne des risques pour tout ce qui est calcification, il faut venir favoriser la densité minéralo-squelettique. Donc, on va apporter du calcium, on va apporter du bore qui favorise le métabolisme osseux et la vitamine D qui augmente l'absorption du calcium. Donc derrière, on a la formule matin qui va agir sur les bouffées de chaleur et qui va à la fois agir sur les symptômes psychiques, la rétention, donc tout ce qui est inconfort intestinal, mais aussi au niveau osseux avec la prévention dans le risque ostéoporotique. On a aussi une formule soir et cette formule soir, elle va s'attaquer aux sueurs nocturnes avec l'huile d'onagre. L'onagre est en fait un concentré d'oméga 6, pardon. Et l'oméga 6, l'onagre, va favoriser donc l'expression de molécules anti-inflammatoires. L'huile d'onagre va en fait favoriser des prostaglandines dites anti-inflammatoires et donc vont réguler ces symptômes et ces inconforts liés à l'inflammation nocturne. Et bien sûr, on va venir favoriser la santé cardiovasculaire en apportant des oméga 3. Les oméga 3, on a dit qu'ils étaient à la fois nécessaires pour tout ce qui est connexion et donc au niveau du système nerveux central, mais surtout au niveau cardiovasculaire, avec aussi de la vitamine E qui est un antioxydant. Donc, si on rebondit, Climax sur l'ensemble des symptômes climatériques, avec la double formulation matin et soir, à la fois passant par la bêta-alanine, mais aussi par des huiles oméga 3, oméga 6, mais aussi plein d'actifs qui vont agir sur les différents symptômes que vous avez définis tout à l'heure dans le cadre de la préménopause et de la ménopause. Climax, c'est donc un complexe, une double formule, sans phytoœstrogène, sans soja, qui va apporter à la fois donc des actifs sur les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, mais aussi sur l'ensemble des symptômes de la péri et de la ménopause. La posologie matin, c'est donc 2 matins et 2 soirs. Et ensuite, on bascule à une posologie d'entretien à hauteur de une gélule le matin et une capsule d'oméga 3 et de vitamine E le soir. Donc ça, c'était pour tout ce qui était Climax Malika. Si on n'a pas tous ces symptômes, effectivement, là, c'est une synergie qui va favoriser l'ensemble et va réconforter l'ensemble des symptômes. Il faut répondre aux besoins et personnaliser le conseil. La Climax, c'est vraiment pour l'ensemble des symptômes. Donc après, au cas par cas, souvent, il faut peut-être aller creuser, identifier d'autres besoins. Même si les symptômes, ça ne ressent pas forcément une déminéralisation osseuse, mais derrière, on a un risque un peu plus important de fractures et autres. Donc derrière, on peut essayer d'identifier d'autres symptômes, même si ce n'est pas ceux qui sont clairement définis au comptoir. Et nous finirons par notre produit, donc le Mémostat. La sénescence, en fait, c'est le vieillissement qui est dit normal. Et c'est un vieillissement qui se veut parce qu'aujourd'hui, on a une augmentation d'espérance de vie et aujourd'hui, on a un organisme qui vieillit normalement, naturellement, et notamment au niveau du système nerveux central. On atteint un certain paroxysme de notre activité intellectuelle et notre activité cognitive aux alentours des 25-30 ans. Et avec l'âge, avec nos expositions, notre stress oxydatif, nos nuits, le fait d'avoir des nuits réparatrices, le fait d'avoir un bon système antioxydants, derrière, on va plus ou moins faire perdurer notre fonction cognitive. Parce qu'effectivement, il existe des déchets qui s'accumulent au sein de la journée et qu'il faut savoir éliminer pour éviter l'inflammation, éviter l'oxydation au niveau du système nerveux central. Parce que oxydation dit derrière, à long terme, accumulation des déchets et derrière, on a donc la mort des neurones et progressivement, plus les neurones vont mourir ou en tout cas, plus on ne va pas entretenir notre plasticité neuronale et la neurogénèse, donc la naissance de nos nouveaux neurones, derrière, l'activité va commencer à avoir un certain déclin. Et c'est à ce moment-là, si on n'entretient pas et si on n'a pas des expositions, des modes de vie qui favorisent la cognition, alors il y a un risque à la fois de stabilisation, voire de déclin, qui est naturel et qui est lié à l'âge. Troubles du comportement, altération de la mémoire, perte progressive de l'autonomie, altération des fonctions cognitives,
qui devient progressivement irréversible avec aucun traitement. Tout ça, c'est la démence. Et la démence, c'est quelque chose qui se veut, qui s'explique aussi par l'acquisition de maladies neurodégénératives. Et il existe plein de physiopathologies et plein de maladies. La maladie Parkinson, la maladie d'Alzheimer, plusieurs pathologies neurodégénératives qui s'expliquent à l'âge, mais qui s'expliquent avec d'autres facteurs de risque, qui peuvent être des facteurs cardiovasculaires, des facteurs oxydatifs. La démence, le déclin cognitif notamment. Le déclin cognitif, je vous ai dit, jusqu'à un certain moment, on atteint un paroxysme de notre activité intellectuelle et à un moment, parce que les systèmes dopaminergiques, sérotoninergiques et cholinergiques sont actifs, à un moment, il y a donc un déclin qui se statue avec l'âge, mais il n'y a pas un âge particulier où on dit qu'il y a un déclin, c'est à partir de cet âge fixe. Non, c'est en fonction du fait qu'on entretient notre système nerveux, on entretient notre mémoire, on entretient le langage, l'apprentissage, les cognitions. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème, ou en tout cas une vraie solution à apporter, d'essayer de continuellement faire travailler la machine pour perpétuellement faire travailler cette plasticité, nos nouvelles connexions et favoriser la santé neuronale, sachant que les neurones sont en fait des composants cellulaires qui sont ultra riches en lipides, parce que en fait, notre activité cérébrale et nos signaux électriques au niveau nerveux, ça se fait par la conduction dite nerveuse au niveau donc des gaines lipidiques. Donc, il y a une vraie importance d'apporter des oméga 3, notamment dans la cognition, parce qu'en fait, les oméga 3 sont constitutifs donc de tout ce qui est membrane cellulaire, notamment au niveau des neurones. Donc, mémostat, donc c'est tout ce qui est cognition, déclin, entretenir sa fonction intellectuelle, constamment son activité cérébrale. Donc ça se veut par nous, notre mode de vie, continuellement essayer de faire travailler notre cognition, notre stratégie. Mais derrière, on va pouvoir aussi solutionner avec des actifs, notamment la L-tyrosine. La L-tyrosine, c'est un acide aminé précurseur de la dopamine. Or, la dopamine, on l'a vu, derrière, elle était impliquée dans tout ce qui était plaisir, motivation, entrain, détermination. Sauf que dans l'activité cérébrale, le système dopaminergique est très sollicité avec les neurones catécholamines, dopaminergiques, noradrénaline et adrénaline. Et en fait, cette activité cérébrale va beaucoup consommer notre dopamine et notre noradrénaline. En apportant la L-tyrosine, précurseur de la dopamine, on va venir renfluer les stocks de dopamine, donc renfluer les stocks nécessaires de neurotransmetteurs nécessaires pour une activité cérébrale normale, la mémorisation, la cognition sur le court terme. Donc la L-tyrosine, on va favoriser tout ce qui est activité cérébrale de mémorisation. Derrière, on va apporter de la L-citrulline. La L-citrulline, on l'a vu tout à l'heure dans le Nutragest. L-citrulline, précurseur aussi de la L-arginine, et la L-arginine aussi était précurseur d'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, on a dit que ça entraînait une vasodilatation. Et au niveau de la microcirculation neuronale, il y a besoin, le cerveau est un organe très consommateur d'oxygène et de glucose, et parfois avec l'âge, il existe des troubles vasculaires, et il faut continuellement, perpétuellement, oxygéner et apporter les nutriments nécessaires aux neurones, parce que les neurones sont très pourvoyeurs et consommateurs de nutriments, de glucose. Donc, en entraînant une vasodilatation à partir de la L-citrulline, on va favoriser à la fois une perfusion vasculaire optimale et favoriser donc l'activité neuronale satisfaisante. Et derrière, nous retrouvons plusieurs extraits végétaux, notamment, je finis, le mémophénol, qui est un des brevets que nous avons et qui lui a démontré au niveau préclinique et clinique, c'est du raisin et du bleuet qui sont hautement disponibles. Ce sont des actifs végétaux et donc qui vont améliorer la neurogénèse, donc l'apparition de nouveaux neurones, mais aussi la plasticité synaptique, c'est-à-dire la création, le remodelage de nouvelles connexions entre les neurones. Ça a démontré à la fois ce mémophénol, à hauteur de 300 mg dans les écrits scientifiques, que ça favorisait à la fois la mémorisation, le stockage des informations, et ça permettait aussi leur mobilisation, avec donc un âge mental sur une période, donc chez des personnes âgées de 70 à 79 ans, qui ont perdu
et en fait qui ont gagné 10 ans d'âge mental chez ces personnes grâce au brevet mémophénol qui favorise la neurogénèse et la plasticité cérébrale. Derrière, on retrouve le Bacopa. Et le Bacopa, favorisant la microcirculation, mais il a plein de mécanismes physiologiques aussi au niveau du système nerveux central, mais il va surtout inhiber l'acétylcholineestérase. Et l'acétylcholineestérase est une enzyme qui usuellement entraînait la dégradation de l'acétylcholine. Donc, en réduisant l'activité de l'acétylcholineestérase, on va augmenter le stock de l'acétylcholine au niveau de la fente synaptique et on va augmenter la communication entre les deux neurones au niveau des synapses et on va favoriser en fait l'activité neuronale et la rendre totalement efficiente en augmentant les molécules chimiques, les neurotransmetteurs libérés dans la fente synaptique, notamment le Bacopa en augmentant l'acétylcholine dans les synapses. Et on retrouvera au niveau des extraits végétaux du curcuma. Plein d'effets du curcuma et notamment un effet anti-inflammatoire. On a dit que l'inflammation peut générer du stress oxydatif et que le stress oxydatif, si les défenses antioxydantes ne sont pas suffisantes, derrière, on peut avoir l'apoptose, la mort des cellules neuronales et derrière, ça entraîne le déclin. Plus les cellules neuronales ne sont pas entretenues, plus elles peuvent mourir par un excès de stress oxydant et derrière, on perd en fait notre activité intellectuelle et neuronale. Donc, on apporte du curcuma qui va avoir un effet anti-inflammatoire et qui, au même titre, tout à l'heure que notre mémophénol, favorise la neurogénèse, donc c'est-à-dire la naissance de nouveaux neurones et augmente la plasticité cérébrale. Et bon, je vais passer les vitamines, mais toutes les vitamines, les cofacteurs et le zinc, le sélénium, antioxydants. Cofacteurs dans la synthèse des neurotransmetteurs, la vitamine B, notamment B3, B6, B12, dans tous les neurotransmetteurs qui favorisent l'activité neuronale, notamment les systèmes dopaminergiques, adrénergiques, cholinergiques. Ça, c'était la formule matin. Bien sûr, il existe une formule soir parce qu'on a dit que les neurones étaient constitués de lipides et notamment la gaine de myéline qui entoure les axones et qui font la communication entre deux neurones. Les neurones sont très adeptes des oméga-3 parce qu'ils en sont constitués. Et en apportant ces oméga-3, le DHA, le PA, on va favoriser en fait la bonne communication neuronale entre le système et le réseau qui est mis en place au niveau des neurones. Donc, on va favoriser une communication générale au niveau neuronal et qui va favoriser la bonne activité, la bonne cognition, la bonne mémorisation et la bonne sollicitation au moment où on aura besoin pour mettre en place la structuration de nos idées. Donc finalement, Mémostat, double formulation, encore une fois, pour une action globale, à la fois sur la vascularisation, la microvascularisation, sur la plasticité neuronale et sur donc aussi avec notre L-tyrosine, donc sur tout ce qui est acide aminé, à la fois précurseur de dopamine et aussi donc le Bacopa pour l'effet acétylcholine, donc pour qu'il y ait un neurotransmetteur donc de la mémorisation. Derrière, on est sur une posologie de 2 matins, 1 soir. Et on va vraiment avoir une plus-value, notamment sur donc nos oméga-3, mais surtout sur le mémophénol, qui a démontré à la fois son rôle dans la plasticité neuronale, le maintien de l'activité intellectuelle, mais aussi dans la mémorisation avec la neurogénèse, la naissance de nouveaux neurones. Et donc favoriser de manière très générale une santé cérébrale et cognitive optimale. Et donc, pour finir, Alice, je finis. Pour donc chaque étape de la vie, il existe donc des besoins particuliers, des besoins qui sont nutritionnels, des besoins qui sont liés à la physiologie, à la croissance, à la physiopathologie qui s'inscrit notamment pour les femmes avec la menstruation, le besoin de conception, le désir de grossesse. Tout ça, ça demande donc une supplémentation parfois motivée, nécessaire. Et derrière, il va falloir donner aux patients des conseils personnalisés, avisés et qui prend à la fois en charge les symptômes initiaux qui motivent le besoin, mais aussi qui prend au niveau global à la fois les symptômes dits psychiques, notamment pour les menstruations, la ménopause, la femme enceinte qui vient donc d'accoucher. Il faut savoir aussi contextualiser l'approche globale et intégrer le côté nutritionnel, le côté physiologique et le côté médical et psychosociaux et les intégrer tous ensemble. On apporte par la micronutrition une solution à chaque besoin et à chaque âge. Je vous remercie et donc pour toutes les questions, je suis disponible.
Merci beaucoup, merci Clémentine, hein, merci pour cette très belle présentation. J'espère que ça vous aura tous plu. Il reste quelques questions auxquelles vous n'avez pas forcément eu le temps de répondre pendant la présentation. Donc on va prendre le temps d'y répondre juste après. Avant ça, un petit point donc sur Simplicure. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, Simplicure, c'est une plateforme qui vous permet de recommander vos compléments alimentaires de laboratoires différents en un seul et même endroit. Pour que ce soit un peu plus clair pour vous, je vous propose de vous partager mon écran. Comme ça, on va pouvoir regarder très rapidement à quoi ressemble la plateforme. C'est une plateforme qui est gratuite et qui est destinée à vous, professionnels de santé. Donc, vous pouvez vous créer un compte en allant sur simplicure.com et puis nous, on vous aidera à mettre en place. Je vais vous montrer très rapidement comment cela fonctionne. Vous retrouvez aussi également les replays des webinars si ça vous intéresse, notamment celui-ci, mais aussi les autres webinars qu'avait pu faire Clémentine auparavant. Donc n'hésitez pas aussi à aller les regarder ici. Et pour vos recommandations de compléments alimentaires, vous avez un fonctionnement qui est très simple. Vous avez le bouton créer une recommandation. À chaque fois, la recommandation se destine donc à un client en particulier que vous ajoutez tout simplement ici. Je prends par exemple un test et vous pouvez sélectionner les produits que vous souhaitez lui recommander. Pour ça, vous avez un catalogue de 2000 produits donc qui regroupe des produits de 130 laboratoires et vous pouvez notamment utiliser les filtres pour vous y retrouver. Par exemple, sur les marques, vous pouvez chercher donc NHCO et comme ça, vous retrouverez les produits du laboratoire que vous souhaitez recommander. Donc, par exemple, L-tyrosine. Et vous avez tout le détail avec la fiche produit si vous souhaitez des informations complémentaires. Et vous pouvez tout simplement ajouter le ou les produits à votre recommandation. Normalement, les produits se sont bien ajoutés. Vous les retrouvez donc ici. Vous avez la possibilité de paramétrer aussi, vous, des avantages sur vos recommandations. Et puis après, rien de plus simple, vous envoyez la recommandation qui sera directement transmise par mail à votre client. Derrière, c'est lui qui passe commande, mais forcément, il a déjà la liste de produits qui est déjà faite. Et l'avantage, c'est que s'il y a des produits aussi de laboratoires différents, il reçoit tout dans un seul colis et il a passé qu'une seule commande. Voilà, donc je pense que c'est une solution qui peut être très pratique pour vos recommandations de compléments alimentaires. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Nous, on est là pour vous accompagner dans la mise en place. Vous retrouvez donc de nombreux laboratoires, donc de nombreuses références aussi, dont NHCO. Et pour vous, ça vous permet de gagner du temps lors des recommandations, mais également d'améliorer l'observance sur vos recommandations de compléments alimentaires. Hop, quel est un petit rappel sur les prochains webinars si ça vous intéresse. Donc notamment ce jeudi sur les probiotiques et le microbiote intestinal. Et enfin, mardi prochain sur l'immunité hivernale. Donc n'hésitez pas également à vous inscrire sur ces prochains webinars. On va pouvoir donc répondre aux dernières questions. Clémentine, je ne sais pas si vous avez eu le temps de les regarder un petit peu. Oui, bien sûr, Alice. Oui, donc en fait, pour plusieurs questions, je resterai aussi disponible par mail hein, si besoin. Mais donc pour les questions, si je remonte un peu, j'ai la question donc sur l'alchémie, donc certainement donc dans Climax, est-ce que possible en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant donc, en cas d'antécédent de cancer hormonodépendant, l'alchémil n'est pas pourvoyeur et n'est pas constitué de phytoestrogènes ni de soja et compagnie. Donc, Climax, je vais y arriver. Climax n'a pas, en tout cas en discussion actuelle, de contre-indication absolue dans le cadre d'un antécédent de cancer hormonodépendant. Et par contre, Cycladis, en cas d'un cancer antécédent cancer hormonodépendant, là par contre plus problématique parce que vous retrouvez le gâtillier. Le gâtillier, en fait, a une action hormonale en partie sur la prolactine. Donc possible pour l'association antécédent Climax, antécédent cancer hormonodépendant, et par contre contre-indiqué pour Cycladis, antécédent de cancer hormonodépendant. Pour la tyrosine, Malika, on reste à dosage physiologique. Par contre, après, au cas par cas, en fonction, il est possible de discuter en fonction, bien sûr, d'une supplémentation par lévothyrox et compagnie. Ça peut se discuter, bien sûr. C'est en discussion. Mémostat. Alors, pour les ados, je vous ai dit tout à l'heure, les ados, nous avons, notre seul complexe, c'est l'orthosamine des 10 ans.
Par contre, bien sûr, hein, c'est un complexe qui peut être proposé dès 18 ans, donc à voir en fonction du besoin, notamment au niveau cognitif, à discuter, notamment s'il y a un traitement derrière, notamment chez les TDAH adolescents, il y a souvent le traitement, le méthylphénidate. Donc à voir un petit peu dans le conseil si, en termes d'interaction et d'indication, que discute le médecin à ce niveau chez l'adolescent, c'est à voir avec un avis médical, Malika. Et donc, Laurence, est-ce que Cycladis, action antikystique. Alors, en termes bibliographiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc le N-acétylcystéine augmentait les écadérines, donc réduisait les kystes, et voilà. Ça aurait possiblement une action sur le syndrome et donc sur les ovaires polykystiques, donc derrière certainement. Après, en termes de bibliographie, hein, c'est quelque chose qui n'a pas la même indication qu'un médicament, un anti-inflammatoire et compagnie dans aujourd'hui les lignes directrices du SOPK. Mais bien sûr, je pense que ça peut venir soulager, avoir un effet et venir aider en tout cas et apporter un certain confort. Mémostat, contre-indiqué si thyroïde. Alors non, on reste quand même ici à dosage physiologique, Marie-Pierre, et je voulais vous dire, pas de problématique. Par contre, après, bien sûr, ça se rediscute en fonction du dosage de la lévothyroxine et compagnie. Et je crois avoir répondu à toutes les questions. Il reste quelques questions dans la rubrique Q&A. Dis-moi, Alice. Alors, il y a pour l'orthosamine, comment avez-vous pris en compte la compétition entre le fer et le zinc pris en même temps? Alors, effectivement, bonne question. Comment avons pris le fer et le zinc? Après, il reste le zinc, lui, va passer par le zinc, il est aminokylaté. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas passer au même titre que le fer, par exemple. Il va passer par des récepteurs qui sont différents. Donc, vu qu'il est aminokylaté et il est chélaté par deux acides aminés, il ne va pas interagir avec les autres minéraux et de l'alimentation et du fer. Parfait, merci. Il reste encore quelques questions. Alors, est-ce que PEA possible en cas de cancer ou de lymphome? Alors, Marie-Pierre, hein, question très intéressante. Par contre, hein, on reste dans les compléments alimentaires et dans le cadre de cancer et donc de lymphome, de cancer au niveau myélome et lymphome, on reste toujours avec avis médical. Nous, c'est pas une position sur laquelle on s'installe. Donc, ce conseil à voir avec avis médical si possibilité. Très bien. Je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux et les questions suivantes. Alors, on y a peut-être déjà un peu répondu, mais pour une personne avec un bilan sanguin présentant un taux de prolactine élevé, est-ce que ça peut faire baisser la tyrosine? Je ne sais pas si Alors, exactement. la tyrosine, vu que c'est précurseur de la dopamine a un effet sur la prolactine. Ça peut, et d'ailleurs, je crois qu'il y a un traitement pour ça, mais c'est pas un dosage thérapeutique. Donc, bien sûr, ça peut se discuter, à voir s'il n'y a pas déjà un traitement mis en place, à voir aussi la cause, parce que parfois, la cause, il faut vraiment remonter à la cause. Si c'est un adénome hypophysaire et compagnie, il faut remonter pour vraiment trouver la cause et trouver le bon traitement. Mais en tout cas, si c'est juste de la prolactine élevée et il y a des gonflements et des douleurs mammaires, une manifestation au niveau mammaire, oui, il est possible de conseiller de la tyrosine, mais bien sûr en prenant en compte les différentes variables aussi qui s'inscrivent, Malika. Merci beaucoup pour la réponse. Il y avait précaution d'usage ou contre-indication de la citrulline possible si HTA ou traitement hypo ou hypertenseur. Alors ça se discute en fonction du dosage. En soi, la citrulline, nous, on ne le commercialise pas en mono-unitaire. Et là, dans le cadre ici, la citrulline comme l'arginine, ça dépend de type de traitement. Mais effectivement, ça va avoir une action au niveau vasodilatateur, donc un effet potentialisateur des effets antihypertenseurs. Donc, bien sûr, ça, c'est souvent avec amide médicale ou souvent au cas par cas, on peut en rediscuter. Marie-Pierre. Après, on a une question de posologie. Est-ce que Cycladis se prend pendant tout le cycle ou juste quelques jours avant les règles et pendant les règles? C'est une bonne question, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Effectivement, Cycladis peut se prendre au moment des premières douleurs, en fait, au moment des premières douleurs de règles. Et souvent, on dit 5 jours avant les débuts des règles, mais chez une personne qui n'est pas cyclée, elle peut le prendre en fait dès les premiers symptômes et ce jusqu'à l'arrêt des symptômes. Et en fait, ça n'a pas d'intérêt plus que ça de le prendre sur tout le cycle et c'est d'ailleurs pas ça qui est recommandé. C'est vraiment 5 jours avant les règles ou dès les premiers symptômes, à la fois psychiques ou physiques.
des douleurs. Merci beaucoup. Et puis une dernière question de Laurence qui vient d'être posée Oui. par rapport au Cycladis toujours. Il y a 2 plantes inflammatoires, sachant que Anti-inflammatoire. anti-inflammatoires, pardon. Non, c'est précis. Sachant leur action fluidifiante, cela pourrait entraîner des règles trop abondantes. Pourquoi ne pas en mettre qu'une seule des 2? Alors, toujours, il y a 2 flancs anti-inflammatoires, action fluidifiante. À la toute fin de discussion, c'est la dernière question. Alors effectivement, ça peut s'expliquer. Alors pour exactement sur les règles trop abondantes, je peux approfondir la réponse, Laurence. Mais c'est vrai qu'effectivement, on reste à des dosages normalement qui sont au dosage bibliographique. Derrière, c'est un tout. Donc effectivement, ça ne va pas supprimer les règles trop abondantes. Donc ça peut se discuter. Si vraiment derrière il y a des règles qui sont trop abondantes et que il y a des risques derrière d'anémie et compagnie, voilà, il faut aussi surveiller le bilan biologique et surveiller les symptômes associés. Et bien sûr, le cycladiste pourra à ce moment-là être challengé si vraiment derrière il y a un trouble donc de l'anémie. Merci, je crois que c'était la dernière question, Mais si je ne merci dis à pas de tous bêtises. pour les questions et voilà, si besoin, mon mail Alice, sans souci, mon mail NH Conutrition. Parfait, n'hésitez pas s'il y a des questions. N'hésitez pas également à remplir le questionnaire de satisfaction qui vous sera transmis après le webinar. Ça nous permet d'améliorer les autres fois. Et puis, si vous avez, pour les prochaines fois, et si vous avez des retours à faire, Bien sûr. n'hésitez pas à en profiter. Et sinon, je vous remercie à tous. Merci encore Clémentine d'avoir animé ce nouveau webinar. Et Merci puis, beaucoup. à très bientôt. Au revoir. Très bel après-midi à tous. Au revoir.